Bon, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette deuxième édition de podcast vidéo pour parler cette fois de sécurité. Donc c'est Erwan clairement qui m'a suggéré de te contacter. Donc merci aussi clairement à lui. C'est un sujet vraiment, je pense, intéressant parce qu'on parle beaucoup du monde du développement. Les développeurs sont pénuriques, comment recruter des développeurs, bref, c'est assez centré sur cette population-là et on ne parle pas, je trouve, assez de cette population annexe qui est loin d'être annexe pour le coup et qui est indispensable aujourd'hui dans les SI. Petite anecdote, moi récemment j'ai voulu amener mon fils, quoi récemment, c'était il y a un petit moment tout de même, mais c'était pour l'amener aux urgences et on m'a dit clairement que les services des urgences étaient foutus car il y a eu un hacking informatique. Donc là, tu arrives, tu dis quand même, on n'est pas sur le petit hôpital du coin, on est quand même sur une énorme structure hospitalière et ça a des réels impacts en fait quand le mal arrive. Donc vraiment, je pense que ça peut être un sujet passionnant à la fois sur le pendant de la compréhension de ce milieu, mais aussi sur le pendant professionnel, monde du travail, etc., etc. Donc, je vais te laisser la parole. Donc, dis-moi déjà tout d'abord, quoi, dis-nous, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, et puis après, j'aurai plusieurs petites questions à te poser. Tout d'abord, bonjour, merci Charlie pour l'invitation et merci à Erwan de m'avoir sympathiquement balancé, c'est toujours un plaisir. Ce que je fais, c'est que je suis directeur général et cofondateur d'une petite entreprise qui s'appelle Cyberzen, qui accompagne les TPE et les PME dans la transformation numérique et la cybersécurité, parce qu'on pense, comme tu viens de le souligner, que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de l'informatique, mais si c'est pas sécurisé, malheureusement, aujourd'hui, ça ne marche pas. Et on voit bien, à travers ton exemple, que ça touche aussi la vie réelle, hein, et pas simplement le numérique. Et au quotidien, on a besoin des outils pour être plus performant, pour aller plus loin. On voit avec les IA qui essayent de venir nous soutenir ou nous apporter des choses. Et on a besoin que tout cela se fasse dans les meilleures conditions, d'où la cybersécurité. Alors, qui je suis Moi, ça fait un petit moment que vous voyez à mes nombreux cheveux sur ma tête, c'est un petit moment que je travaille. J'ai commencé fin des années 90, début des années 2000, et j'ai commencé par un emploi qu'on pourrait qualifier de précaire. C'était les emplois jeunes. Alors, les plus vieux d'entre nous se souviendront, hein. C'était des emplois aidés par l'État qui permettaient à des jeunes diplômés d'essayer de trouver un premier marchepied pour rentrer dans le monde du travail. Donc j'étais diplômé d'un bac+2, un DUT en informatique et génie informatique. Tout ça, ça n'existe plus maintenant. Et par la suite, j'ai fait le Conservatoire national des arts et métiers. Donc, je suis ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers, spécialisé en informatique, en développement, en réseau et en sécurité informatique. Parce que voilà, quand on fait de longues études, faut au moins qu'on s'occupe un petit peu. Et comment est arrivé le moment où tu t'es dit, là, je vais dans le domaine de la sécurité? Alors c'est arrivé avant que je commence en fait. Moi je suis un joueur de jeux vidéo et pas que. Et quand je suis rentré en DUT, la compréhension que j'avais de l'informatique à l'époque, c'est qu'il fallait que j'acquière la compétence, la connaissance d'un maximum de langages pour pouvoir pirater mes jeux, tout simplement. Et donc je suis rentré à l'IUT avec cette chose-là en tête, en me disant bah c'est génial, je vais vraiment apprendre comment ça fonctionne et je vais pouvoir pirater des jeux pour pouvoir m'amuser encore plus. Donc je suis rentré là-dedans et finalement ça a déconstruit toute la vision que je pouvais avoir de ce qu'était l'informatique, vision très parcellaire hein, à l'époque puisque la micro était encore réservée à peu de gens, des gens qui avaient des moyens et qui pouvaient se le permettre. Et j'étais, j'ai rencontré mon premier ordinateur, j'avais 6 ans grâce à un jeu vidéo, je suis tombé amoureux C'était lequel, et à 6 ans? c'était un Amstrad CPC 464 à cassette monochrome chez un voisin qui nous avait invités. Et depuis, cette passion m'a jamais lâché. Et en rentrant encore plus dans l'informatique, la compréhension, etc., cette passion n'a fait que s'accroître. Et petit à petit, ça m'a amené
à travers différents postes, on en reparlera peut-être, là où j'en suis aujourd'hui, et je continue de m'éclater au quotidien. C'est vraiment une passion. Et si c'était pas une passion, ça serait difficile parce que c'est un métier, tout comme dans le développement, qui demande une constante mise à jour et de réussir à soutenir la pression qu'il y a vis-à-vis du métier. OK, super intéressant et que je comprenne du coup quelles ont été toi tes premières armes, la bascule entre, le domaine éducatif et puis après derrière, les premières armes sur le marché du travail, ça a été quoi pour toi? J'ai commencé à l'AFPA, Association nationale de formation professionnelle pour adultes, où j'étais formateur NTIC. Alors, là aussi, on emploie des termes qui n'existent plus aujourd'hui, hein, nouvelle technologie de l'information et de la communication. Euh, J'avais donc 28 heures de face-à-face pédagogique hebdomadaire et j'enseignais à des gens de tous âges, de 17 à 65 ans ou 60 ans, qui avaient différents niveaux. Donc, tu avais des gens qui avaient arrêté l'école en CM2, d'autres qui avaient des doctorats. Et on devait leur enseigner à naviguer, communiquer et rechercher sur Internet. Donc ça, c'était une partie de mon activité. L'autre partie, j'avais quelques stagiaires à qui j'apprenais à faire des sites web selon les standards du W3C à l'époque. Donc ça remonte aussi un petit peu. Le consortium web qui définit comment doit être fait le HTML, CSS, etc. Et j'avais 7 heures dans ma semaine où je pouvais faire l'administration système et réseau, qui était moi vraiment ce que je cherchais à faire, au-delà de l'enseignement. Et à ce moment-là, j'ai pu continuer à me plonger dans cette passion de sécurité informatique, comment sécuriser les systèmes. Donc, je sécurisais du Windows NT4 à l'aide du guide de la NSA à l'époque et comment craquer des systèmes. Donc je reversais, je craquais des mots de passe sous mon Linux, etc. Et je faisais du réseau pour continuer d'apprendre, puisque sorti de mon bac+2, j'avais déjà de bonnes bases, mais il y avait encore énormément de choses à apprendre. Et ça, il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, la connaissance n'a fait que croître. Et quelqu'un qui se dirait, moi aujourd'hui, je veux tout connaître en informatique, je pense que c'est tout bonnement impossible. Et que je comprenne un petit peu cette histoire justement de la sécurité. J'aime bien revenir un petit peu dans l'archéologie. J'ai l'impression. Mais c'est intéressant de voir voilà, que les problématiques d'avant et les problématiques d'aujourd'hui. Si tu devais dire quelques mots sur le sujet, comment ça a évolué en fait entre des problèmes de sécurité il y a quelques années et aujourd'hui? Tu constates quoi comme différence majeure? Alors, je crois que tu vas être déçu parce que je constate pas beaucoup de différences D'accord. majeures. Il y a une différence majeure, c'est l'exposition et la généralisation à Internet. C'est-à-dire que tant que les réseaux n'étaient pas connectés, voire qu'il n'y avait pas de réseau, finalement, les pirates, ça se résumait à des virus sur les disquettes qu'on se passait sur des logiciels ou des jeux craqués, et ça a infecté les disques durs, et c'est comme ça que ça se récupérait grosso modo. À partir du moment où tu connectes des ordinateurs entre eux, ce qui est quand même le but d'Internet, hein, tu as un risque qui est plus grand. Et lorsque ces systèmes sont interconnectés à des CRM, des ERP, donc de la gestion client, la gestion fournisseur, tu as tout, non seulement la bureautique de l'informatique, mais également le système d'information au complet qui est connecté. Et tu n'as plus un seul point d'entrée, mais tu as des dizaines, voire des centaines de points d'entrée. Et c'est l'exposition qui fait que le danger est plus grand. L'autre chose, c'est que forcément, tu crées des logiciels pour t'aider dans ton quotidien, et la plupart des gens qui créent les logiciels ne sont pas formés aux bonnes pratiques. J'ai souvent tendance à dire à mes étudiants ou à mes collaborateurs, et ça va être peut-être choquant pour nos auditeurs, la cybersécurité n'existe pas. Ce qui existe, c'est le manque de qualité. Donc l'assurance qualité n'est pas portée, et grâce entre guillemets à ce manque de qualité, on a créé une matière qui vient s'insérer dedans et qui dit l'assurance de qualité, c'est de la cybersécurité, et la cybersécurité ne vient que vous dire ce que vous devriez faire en temps normal. Donc pour moi, si tu es un bon développeur ou si tu es un bon administrateur système, que tu fais consciencieusement ton job, tu fais le suivi, etc., finalement, on n'arrivera pas à te prendre en défaut. Et aujourd'hui, les bons pirates ou les bons protecteurs sont finalement des gens que je rencontre, que je vois et de ce que je fais dans mon métier, des gens qui appliquent des bonnes pratiques
et qui viennent les mettre jusqu'au bout et qui vont exceller dans leur domaine, soit l'administration système, réseau ou le développement, pour ne pas laisser d'opportunité à quelqu'un qui viendrait chercher un manque de qualité, d'exploiter du coup cette vulnérabilité ou cette faille dans le logiciel. Et tu peux en citer quelques-unes des bonnes pratiques qu'on comprenne? Parce que moi, j'ai justement, encore une fois, beaucoup l'aspect bonne pratique côté développement. C'est ce Ouais. que j'entends le Bah, plus au je quotidien. vais, Mais je vais dans t'en la donner en développement, tu vas voir. ça veut dire Comme quoi? ça, on va rester sur un de tes domaines de prédilection. Si on fait du développement web, lorsque vous faites un formulaire de saisie, vous allez demander un nom, un prénom, une adresse, un code postal, etc. Ces entrées, depuis le début de la programmation, on vous dit, lorsque vous saisissez une entrée, lorsque vous saisissez une variable, il faut vérifier, particulièrement dans les langages compilés, que les variables qu'on vous donne correspondent à ce que vous attendez. Donc, mis à part si tu es l'enfant d'Elon Musk, en théorie, tu n'as pas de chiffre dans ton prénom, par exemple. Donc, tu vas avoir des caractères alphabétiques plus quelques caractères supplémentaires comme le tiret, fameux tiret du 6, hein, encore en 2023, l'apostrophe ou l'espace. Typiquement, moi, j'ai un prénom composé, Jean-Philippe, donc c'est Jean-Philippe. Mais ça va pas être Jean-Philippe 13, et ça va être encore moins Jean-Philippe, chevron ouvrant, chevron fermant, avec un petit script à l'intérieur. Donc, la première chose, c'est on dit en anglais, sanitize les entrées. Donc, vérifier que les données soient bonnes. Et on le fait en entrée et en sortie. Et s'il y a des choses qui ne doivent pas être là, et typiquement les chevrons, hein, vous savez, les inférieurs, supérieurs, ça n'a rien à faire dans des données. Et quand bien même ça y serait, dans ce cas-là, on doit les transcoder, les réencoder, de manière à ce que ça ne puisse pas être interprété comme des balises de script. Et tout ce qui est aujourd'hui les injections XSS, cross-site scripting, l'injection SQL pour récupérer les bases de données, etc. Ça vient de défaillances soit dans les formulaires, soit dans les gestions de variables, qui permet à un attaquant d'aller exploiter directement les systèmes derrière, alors qu'il n'aurait pas à le faire. Et j'en reviens à mon propos. En fait, si le développeur, là, dans son formulaire ou dans ses entrées, avait fait simplement son travail de vérifier que ce qui est contenu dans les variables est cohérent, eh bien, on n'aurait pas de faille de sécurité. Donc là, je te donne un tout petit exemple sur du développement web. Et pour ceux que ça intéresse dans tes auditeurs, allez consulter l'OWASP, OWASP, hein, Open Web Application Security Project, qui donne depuis 2003 un certain nombre de bonnes pratiques dans le développement et la sécurité du développement web. Super. Et là, sur l'aspect purement, job, emploi, marché de l'emploi et cetera, comment faire reconnaître ses compétences en sécurité? Quelle filière, Alors, tu as plusieurs moyens de faire ça, en France, en tout cas. Mmh. Si on se focalise un peu sur la France, depuis quelques années, tu as l'ANSSI, Agence nationale de sécurité du système d'information, qui est rattachée au Premier ministre, qui est très active et qui, on va dire, édicte la doctrine de la sécurité, cybersécurité en France, et qui a sorti il y a quelque temps un guide sur je crois que c'est 19 métiers de la cybersécurité. Donc, vous pouvez aller retrouver ce guide en ligne sur leur site. Et tu as un descriptif de chaque métier. C'est un peu comme quand tu allais au CIO autrefois pour trouver les fiches métiers. Ben là, tu as un descriptif sur ces fiches métiers. Et déjà, ça donne une petite idée. Ensuite, tu as beaucoup de formations universitaires et d'écoles d'ingénieurs qui se sont créées, particulièrement sur les écoles d'informatique ou généralistes avec des spécialités, où tu vas même faire directement de la cybersécurité. Alors, c'est pas mon conseil, on y reviendra après. En tout cas, pas pour commencer. Et pourquoi justement? Tu peux en parler maintenant, il y a pas de souci, mais Ok. Bah moi, je préfère des formations généralistes. Je préfère un bon développeur. Je préfère un bon administrateur, comme je te disais tout à l'heure, qui va être droit dans ses baskets, qui va avoir appris toutes les bonnes choses, plutôt que, par exemple, quelqu'un qui va être spécialisé en sécurité en ISO 27001, donc une norme, un standard, où on va lui dire, on va lui avoir bourré la tête avec plein de concepts, mais il va même pas savoir comment un système écrit une donnée sur un disque dur.
Et du coup, il va avoir des idées préconçues sur ce qu'est le chiffrement, sur ce qu'est la protection, sur ce qu'il faut mettre en place, mais sans savoir l'appliquer ou sans savoir le retranscrire. J'ai été confronté à ça dans de nombreux projets. Par exemple, on me disait, faut mettre en place du chiffrement. Je disais, ok, très bien. Quel algorithme, quelle résistance, quelle force, etc. On me dit, non, 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 mais nous, ce qu'on veut, c'est du chiffrement. Oui, mais entre ce que vous voulez et la réalité pour un chef de projet ou des développeurs pour pouvoir l'appliquer, il va falloir le retranscrire. Et je pense que c'est bien d'être pragmatique dans ce métier, de pas simplement dire il faut, il y a qu'à faucon, mais de donner des choses pratiques et de savoir expliquer comment ça se retranscrit ou pourquoi il y a un risque. Et par rapport, justement, dans ce que tu me décris, j'ai l'impression qu'il y a presque une connaissance métier, peut-être plus forte que dans d'autres, métiers dans l'informatique. Dans ce que tu me décris, la qualification du besoin, la compréhension du SI global, peut-être un petit peu plus que dans Alors, d'autres jobs, j'ai ouais, l'impression. sur le, excellente question, si je puis me permettre. Ça dépend des métiers. Moi, je le regarde avec mon prisme. J'ai été directeur de la sécurité du système d'information dans des boîtes internationales, tout en ayant été grouillot tout en bas. Donc j'ai un scope d'analyse assez complet. Mmh. Mais on va pas demander ça à tout le monde. Tu as des experts qui vont être spécialisés en rétroconception, par exemple, qui vont te prendre un binaire et qui vont savoir regarder le bit de droite, le bit de gauche. On va pas demander ça à chaque expert en sécurité. Mais il est vrai que pour tous les gens qui voudraient faire de l'organisationnel, donc aider l'entreprise à s'améliorer en matière de sécurité, il va leur falloir à la fois une compréhension métier, donc les exigences métiers, la compta, la finance, les RH, etc., et la compréhension de ce qu'est vraiment l'informatique, avec les besoins de l'informatique. Sinon, on va rester de très haut niveau et ça va pas être applicable. A fortiori, ou à contrario, pardon, les administrateurs, enfin les gens qui vont faire de la technique, donc en sécurité réseau, sécurité système, sécurité dans les développements, c'est bien aussi de faire un effort et de pas simplement dire non mais là tu vas compiler le noyau, tu vas enlever toutes les options et puis à la fin c'est super sécurisé. Ouais, c'est super sécurisé mais ça marche pas. Donc il faut quand même rester dans la réalité du quotidien et prendre attache avec vos collègues, que ce soit en informatique, hein, les développements, les opérateurs ou les métiers, pour que les contraintes de sécurité soient quand même ancrées dans une réalité et également dans une réalité de menaces. Peut-être certains d'entre vous connaissent le sketch de la chauve-souris de billard, où vous avez une chauve-souris en bas de l'immeuble qui doit taper un intercode à l'intercom, trouver la bonne sonnette, ouvrir la porte, monter les 5 étages, frapper à la porte, passer l'œil de bœuf, et à ce moment-là, il rentre. Je veux dire, la sécurité des ports USB aujourd'hui, c'est important, mais si vous vivez à Guéret, par exemple, il y a quand même moins de chances que un espion vienne chez vous, s'introduise chez vous et mette une clé USB, contrairement à si vous êtes dans une tour à la défense. Vous voyez, il faut être raisonnable dans ce qu'on apporte. Et quelles sont les principales, contraintes dans ton métier aujourd'hui? Est-ce que ce sont des contraintes humaines, techniques, organisationnelles? Quels sont les principales difficultés du job, en fait? Ouais, t'as un peu de tout. Je le disais en introduction, la mise à jour constante. Les menaces, l'informatique évoluant constamment, ça te demande de remettre ton métier sur la table tous les jours, de faire une veille constante pour pas être débordé. Mais ça, c'est pas propre à notre métier, hein. C'est pareil en développement, par exemple. L'autre chose, c'est qu'il y a de la pression. Alors ça, c'est comme dans une direction d'un système d'information. Quand ça marche, c'est que tu sers à rien, et quand ça marche pas, c'est que c'est de ta faute. Donc, faut accepter ce sort ingrat. Et puis l'autre chose, c'est que on est incompris. On s'entend bien avec les admins 6 ou les admins réseau parce qu'on vit dans la même grotte, quoi. Hein. Mais on a l'air d'extraterrestres en sortant de notre caverne. Et quand on parle au commun des mortels, un petit exemple. Avant, tu connais peut-être Edward Snowden. Avant 2014, on disait oui, la NSA écoute tout, récupère toutes les données, etc. On nous disait non mais faut arrêter de fumer, etc. Et donc, on rongeait notre frein en disant non, bon, bah, de toute façon, on sait que c'est possible, mais
Ça n'arrivera jamais. Et puis Snowden a sorti tous les documents prouvant que tout ce qu'on pensait était vrai, était une réalité aux États-Unis et bien au-delà. Et l'opinion publique, grâce au travail de la presse, a pu changer, a pu faire connaître. Mais c'est pas qu'on avait tort, c'est simplement que ça paraît de la science-fiction quand on parle. Mmh. Je comprends. Effectivement. Après, ça demande, j'imagine, aussi une certaine capacité aussi à rentrer dans votre grotte. Et la question que j'en viens, c'est comment aider les candidats, les gens, même le métier, la direction, quoi. C'est très large hein, quand je te dis ça. Hein. C'est comment s'intéresser à la sécurité, comment faire en sorte que justement il y ait une ouverture dans cette grotte, comment, au-delà justement de la presse avec le hacking, est-ce que il peut y avoir d'autres manières aussi de s'y intéresser. Est-ce que comment tu ferais toi justement pour ça? Alors, pour les étudiants, c'est simple, ou pour les gens qui voudraient y aller, si vous êtes passionné, allez-y, il y a pas de sujet là-dessus. Euh, pour intéresser la direction, je vais prendre ta petite entreprise, par exemple, comme exemple. Euh, Tu vas faire du hacking. voilà. Je vais te poser une question simple. Aujourd'hui, l'informatique s'arrête pour toi. Tu es isolé. Comment continues-tu ton travail? Ouais, c'est clair. Ouais. Et bon, bah, là, c'est vrai toi dans ton activité de recrutement, Cuisine, mais hein, oui, alors tu vas peut-être réussir à vendre des plats autour de chez toi, voilà, mais je fais autre chose. voilà. Mais sur ton activité commerciale, ça risque de Ouais, diminuer. complètement, ouais. Et on a de nombreux clients où leur activité aujourd'hui, ils s'en rendent pas compte. Hein. Mmh. On a eu quelqu'un qui faisait de la porcelaine. Tu vas dire, pour faire de la porcelaine, il n'y a pas besoin d'informatique. Bah, sauf que il y a toute la gestion client, il y a toute la gestion des produits, il y a toute la gestion des livraisons. Ils ont subi un rançongiciel et il y avait plus rien qui fonctionnait. Donc, tu avais plusieurs centaines de personnes à l'arrêt. Et comment on fait dans ce cas-là? Alors c'est un petit exemple, hein, on pourrait en parler des heures, tu l'imagines bien. Mais la première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'informatique est vitale dans votre entreprise, au sens où si elle s'arrête, si elle disparaît, est-ce que vous pouvez continuer et si oui, combien de temps? Et malheureusement, l'informatique a souvent été vue et souvent vue encore comme un outil, mais genre un marteau, c'est-à-dire que tu l'achètes et puis après ça vit 100 ans avant de se briser. Alors que l'informatique, c'est un organisme biologique qui continue d'exister au quotidien et dont il faut prendre soin. Toi, si tu arrêtes de manger ou de boire pendant un certain nombre de jours, bah, à un moment, l'organisme, il va râler, voire il va s'arrêter. Et ben l'informatique, c'est pareil. On est obligé d'en prendre soin, on est obligé de mettre des pansements, de faire des bisous, de le nourrir, etc. Euh, Parce que sinon, ça va s'arrêter et ça va plus fonctionner. Et quand ça fonctionne vraiment plus, hein, on a passé une période de Covid, on est bien conscients tous que ça a été un arrêt pour une partie de la société. Euh, eh bien, les rentrées sont plus là, quoi. Et bah, pour une entreprise, l'informatique est donc vitale. Je connais pas ou très peu d'entreprises aujourd'hui où Mmh. l'informatique soit pas vitale. Et du coup, le pendant, bah, si c'est vital, vous avez obligation d'avoir de la cybersécurité. Est-ce que c'est en interne, est-ce que c'est en externe? Parce que quand tu es une TPE, une PME, tu peux pas avoir quelqu'un à demeure, donc tu peux prendre des cabinets qui vont t'accompagner. Mais dans les grandes entreprises, ils ont bien compris maintenant, ils ont plus le choix. Et il y a une grosse pénurie sur le marché, hein, autant que sur les développeurs. Ma seule recommandation pour les gens qui voudraient y aller, c'est n'y allez pas pour le pognon, allez-y pour la passion, parce que sinon vous allez vous épuiser. Et justement, tu parlais de c'est un organisme vivant. Est-ce que les certifications, c'est un bon Nutri-Score? C'est bon pour la santé ou c'est, plus, pour faire joli à un moment donné et dire qu'on fait du sport, quoi? Alors, Il y a un tas de turnos. je reviens sur une de tes questions précédentes parce que je me rends compte que j'ai oublié de dire, il n'y a pas bien sûr que les formations diplômantes de l'État. Hein. Vous avez des certifications, je pense à l'OSCP, l'OSCE, Pentester Lab, AppSec Academy, des choses comme ça pour vous former. Donc, si vous avez déjà des compétences, des appétences, vous pouvez aussi avoir des certifications qui sont reconnues sur le marché voire lead auditor ISO 27001 ou 27005. Pour les entreprises, le problème des certifications actuelles, c'est que ce sont beaucoup des certifications qui parlent d'organisation de la sécurité et pas de maturité de la sécurité. Donc nous, dans notre job quotidien, ce qu'on a mis en place, on a mis en place des audits de maturité
qui viennent chercher vraiment à savoir où en est l'entreprise. Quand bien même elle aurait une certification, la certification, tu peux certifier l'accueil de ton entreprise et dire ah bah j'ai une ISO 27001 sur la sécurité de mon entreprise. Oui, mais quel est le périmètre et qu'est-ce que Donc c'est tu ça, as c'est mis bien dans dedans? ce que tu me dis, ça peut vraiment avoir du sens pour les entreprises d'avoir une certification à plusieurs échelles, mais les individus, est-ce que c'est aussi, du pansement comme tu dis? C'est quelque chose qui peut avoir du sens pour bien s'entraîner, faire de la veille, être à jour justement? Tu parlais d'être à jour tout à l'heure, est-ce que ça a du sens aussi? Les certifications vont être des certifications qualifiantes. Je te parlais de l'OSCP tout à l'heure, qui est D'accord. tout ce qui est test d'intrusion. Ce sont des choses qui sont très reconnues sur le marché, mais qui sont techniquement difficiles d'accès. Il faut vraiment y aller, se donner et se donner. Donc, tu as un certain nombre de certifications qui sont très reconnues. Et puis, comme dans tout, tu en as d'autres. Je vous en ai cité certaines que moi je reconnais, et puis d'autres qui sont On aura peut-être... bien dû d'échanger avec toi en off pour, voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit tweet, heu je vous dirai ce que j'en pense ouvertement. Alors quand on n'a pas, fait, voilà, la sécurité à 6 ans et Ouais, qu'on a été développeur ou développeuse, concrètement comment voilà, il y a une personne qui t'écoute et dire: «Ah purée, mais c'est vrai que moi le sujet de la sécu ça me plaît, la sécurité pardon, ça me plaît» et cetera. Est-ce que, comment donner, ajouter une orientation, une sensibilité sécurité à un CV, à un parcours, qu'est-ce que tu donnerais comme ouais. conseil par rapport à ça? La première chose, c'est que je pense que le milieu de la cybersécurité est globalement un milieu bienveillant, voire très bienveillant, et qu'il y a plein de gens qui sont toujours prêts à vous prendre sur le réel, sous le réel, ou à partager des choses, etc. Donc ça, c'est la première chose. Échanger, aller dans des associations professionnelles. Je pense à l'OSIR, par exemple, au 2SIR.org. Je pense au CLUSIF, qui vont vous permettre de rencontrer des gens qui sont déjà dans ce milieu et qui aiment partager, qui sont là pour partager. Vous avez des tas de conférences qui sont organisées en France ou à travers la planète, où vous pouvez apprendre des tas de choses gratuitement juste en suivant les conférences. Lisez. Il y a des tas de... Vous reprenez les Tannenbaum. Alors ça, c'est parce que je suis vieux, parce que je crois que c'est même plus édité, mais les Tannenbaum sur le réseau ou le système, vous apprenez les choses et ensuite vous mettez en pratique. Et quand vous voulez vous confronter et apprendre d'autres choses, vous avez ensuite des challenges. Alors je pense à RootMe, par exemple, ou Hack the Box, qui vont vous permettre ensuite d'évaluer certaines compétences, pas toutes, où on a préparé des challenges pour vous, des pots de miel qui ont été spécifiquement préparés pour vous entraîner à chercher les vulnérabilités et essayer de ressortir quelque chose. L'autre chose qui est importante, je pense dans le métier, mais pas que dans le mien, entraînez-vous à rédiger. Diminuez les fautes, ayez une rédaction correcte. Si vous avez du mal en français, utilisez le projet Voltaire. Parce que malheureusement aujourd'hui, on voit encore trop de gens qui disent oui non mais moi je fais de l'informatique, français ça m'intéresse pas, mais quand vous devez rédiger des rapports, c'est compliqué. Quand vous présentez les choses aux clients, et puis ouvrez votre esprit. Ne faites pas que de ça, mais essayez de vous mettre à la place des gens pour savoir ce qu'ils veulent recevoir, comment ils vont recevoir. Sortez de votre vocabulaire, ne parlez pas que en jargon. Et vraiment, plus vous allez vous ouvrir, plus les gens vont s'intéresser à votre matière. Super. Tu parlais tout à l'heure aussi d'un point important. Tu disais, voilà, il peut y avoir la compétence en interne, mais aussi faire appel à des compétences extérieures, certainement des consultants, des cabinets. Et là, j'en viens à quel conseil tu donnerais aux employeurs, aux recruteurs pour détecter les pipoteurs en sécurité? Si j'imagine qu'il y en a pas mal. J'imagine que ça devient même un sujet un peu hype, tendance. Il suffit que tu mettes cybersécurité, ça envoie du rêve. Ouais. Si je peux me permettre, du coup, c'est un milieu à la fois très critique et à la fois aussi très dans le hype. Comment tu détecterais les gros pipoteurs, toi? Alors, je pense Une qu'on pipoteuse, hein, est, je veux dire, c'est ouais, on est dans le milieu de la cyber, on est un peu comme dans le milieu du logiciel libre. C'est-à-dire que t'as soit des barbus, soit des crypto-barbus, qui sont les barbus sont connus. des quoi, tu dit? Des barbus ou des crypto-barbus. Les La crypto-barbus, différence? c'est ceux qui peuvent pas voir des poils à l'extérieur, ils les ont à l'intérieur. Et Il y a un donc, concept là.
t'as déjà des gens compétents sur la place que tu connais, enfin qui sont connus et reconnus, qui sont potentiellement chez toi ou qui sont Ouais, dans des cabinets à l'extérieur. Enfin, tu vas sur Twitter, tu vas sur Mastodon, tu vas en trouver des tas. Euh, et faire un entretien d'échange technique avec, ça va tout de suite révéler les fraudeurs. OK. Il y a pas de question. Hein. Il y a très longtemps, quand je faisais de l'administration système, j'étais en entretien avec quelqu'un qui venait une SS2I. Et puis je vois SNMP sur le CV, je dis ah ben c'est cool SNMP. Du coup, si je vous dis un 3.6, un 4.1, qu'est-ce que ça vous évoque? Il dit 136, 141. Non, non, je dis un 3.6, un 4.1 parce que c'est un schéma c'est un cheminement dans la norme, c'est un OID très OK. spécifique. La personne savait absolument pas de quoi je parlais. C'était pas sa faute, son CV avait été pipoté, etc. Mais à partir du moment où tu es très technique dans ton domaine, ou alors que tu vas chercher à comprendre, à voir, même si la personne elle ne connaît pas un terme, c'est pas très grave, mais quand tu vas accumuler les termes, euh, les, les, euh, les fraudeurs, ça va vite sauter quoi. OK. J'aimerais bien aussi terminer cette interview sur une anecdote que tu as envie de nous partager, sur le plus gros, je sais pas, problème de sécurité rencontré. Alors après, je sais pas à quel point tu peux rentrer dans les détails, mais, nous raconter un petit peu, de l'intérieur, ce que tu as vécu comme faille assez Ouais. Première chose, c'est que il y a deux types de personnes, ceux qui vont se faire pirater, ceux qui se sont fait pirater. Donc ne vous enorgueillissez pas si vous n'avez pas encore été piraté, parce que c'est pas si mécant. Récemment, j'étais sur un site où je suis client dans le cadre de mon entreprise et j'avais besoin de récupérer une facture et puis je sais pas, le site fonctionnait pas, etc. Et dès que ça fonctionne pas, on a envie de gratter pour savoir est-ce que c'est nous, est-ce que c'est. Et puis là, il y a quelque chose qui a attiré mon regard et j'ai vu une variable qui était encodée en base 64. Je me suis dit tiens, c'est bizarre de la base 64, on fait plus ça depuis la fin des années 90, on est en 2022, qu'est-ce qui se passe? Je dis quand même, ils auraient pas mis le numéro de ma facture encodé en base 64 pour pas qu'on la manipule. Donc je récupère la chaîne en base 64, je la décode dans ma petite interface Linux, je tombe sur un entier, je dis bah, qu'est-ce qui se passe si je décrémente l'entier, je décrémente l'entier, je réencode en base 64 et je remets la chaîne dans la variable, la fameuse variable dont je te parlais tout à l'heure, et là j'obtiens la facture de quelqu'un d'autre. Donc là, j'appelle mon avocat, je lui dis, écoute, faut qu'on fasse une déclaration. Je suis tombé sur une faille de sécurité, etc. Donc j'ai déclaré la faille de sécurité auprès de l'organisme en leur disant, voilà, vous avez une jolie faille de sécurité qui est digne de la fin des années 90. Voilà comment la corriger. Et voilà. Pour la petite anecdote, ça arrive encore aujourd'hui. et tu trouves tes clients comme ça, des fois, en allant chercher leur petite faille sécurité et du coup, tu Non, ça pas serait vraiment? ni éthique ni normal. Et j'invite vraiment ne faites pas ça. Par contre, si vous tombez sur une faille de sécurité, soit si vous n'êtes pas professionnel, rapprochez-vous d'un professionnel ou d'un avocat pour vous accompagner dans la démarche. Soit rapprochez-vous de l'ANSSI qui a une procédure de lanceur d'alerte là-dessus afin qu'on vous reproche rien. Ça peut arriver à tout le monde de tomber sur une faille. Simplement, persistez pas dans la faille Je comprends. pour vous amuser. Non, les clients, je pense, ça se gagne par la confiance et la qualité du travail et par la chambre d'écho, justement, sur le travail. Bon, après, une fois qu'on est avec les clients, qu'on les connaît bien, ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'amuser. Mais en tout cas, on va pas chercher des clients en les piratant. Ça serait très mal vu. D'ailleurs, des gens qui ont essayé l'année dernière et qui se sont retrouvés devant la justice. Super. OK, qu'est-ce que tu as envie de dire comme message de fin à toutes les personnes, qui se lancent dans ce métier? Peut-être tu as envie d'envoyer aussi un autre message, je sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais dire sur cette fin d'interview?
Bah, c'est un métier passionnant. Donc, surtout venez, faites de l'informatique, faites peut-être pas de la cybersécurité, mais faites de l'informatique, vous allez vous éclater. Et puis, si vous avez envie d'exceller dans votre métier, ben, dans ce cas-là, viendez, faites de la cybersécurité. Et puis, à titre personnel pour Cyberzen, on cherche un jeune ou une jeune administrateur système et réseau qui aura envie de découvrir la cybersécurité, qui éventuellement aurait une première expérience. On va l'encadrer, l'entourer, la former. Il ou elle va manger du Linux, du Windows, du réseau à foison, faire du développement, du Python, etc. Et il y a des gros skills à prendre. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous parce que il y a de super opportunités dans cette petite entreprise qui deviendra grande. Super, bah, du coup, on mettra même l'annonce si tu veux dans le Ouais, descriptif avec plaisir. de la vidéo YouTube. Bah, merci beaucoup, franchement, Jean-Philippe, c'était passionnant. On en rediscutera en off, mais voilà, si tu as des personnes à me suggérer dans d'autres univers, que ça soit sécurité ou quoi, peu importe. Moi, j'interviewe vraiment tout type de personnes et c'était vraiment très, très passionnant. J'espère que les personnes qui t'écouteront auront plein de nouveaux conseils, de nouveaux tips, de nouvelles visions aussi de la sécurité, car je trouve que c'est un sujet qu'on n'entend encore pas assez. Eh ben, merci Voilà, Shirley et merci encore Erwan. Salut. merci, salut.